Donc je passe la parole à monsieur. Je suis très flatté d'avoir été invité. Je remercie Monsieur le Président de m'avoir fait l'honneur de m'inviter parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'exemple français. Donc vous allez le comprendre, l'association Construire Acier est un petit peu atypique dans le paysage des associations de promotion européennes. Elle a une petite particularité que je vais essayer de vous expliquer maintenant, et pour cela, il faut faire un petit peu d'histoire. Donc rapidement, je vais vous faire un petit rappel historique. Monsieur Fernandez l'a dit, nous sommes les enfants de l'OTEA, l'Office technique pour l'utilisation de l'acier, qui est fondé, cet organisme est fondé en 1928, association de type 1901, donc à but non lucratif, et elle travaille absolument dans tous les domaines autour de l'acier. Vous le voyez, l'aéronautique, ça va de la petite cuillère à l'avion, en passant par la construction, l'électroménager. Énormément de travaux sont commencés dans ces années-là, à une période, je l'ai mis sur la slide, où la filière est absolument rayonnante. On est dans les années 30, c'est des belles années pour les Français à ce moment-là. Nous sommes issus, en plus de la génération Eiffel, nous avons eu de grands entrepreneurs et de grands constructeurs métalliques en France, dont Gustave Eiffel était le fer de lance. Gustave Eiffel qui a été le père fondateur du syndicat de la construction métallique de France. Et donc, voilà, à cette époque en France, l'acier est partout, il faut le dire, l'acier est partout. Je vous ai mis une photo très intéressante que j'ai retrouvée dans une très très vieille archive, parce que nous conservons les archives depuis 1928. Vous voyez que ça nous prend pas mal de mètres cubes. Et cette photo représente une exposition en 1939 à Paris, exposition universelle organisée par l'OTEA et les pouvoirs publics, donc co-organisée avec les pouvoirs publics. Vous avez en face, au milieu de la diapo, le palais du Trocadéro, rive droite et rive gauche, l'ensemble des bâtiments qui avaient été construits pour l'Expo universelle et qui s'étendaient tout au long de la Seine et sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Et parmi ces bâtiments, il y en avait à peu près une centaine, il y avait 85 bâtiments métalliques. Voilà, donc vous voyez, l'acier était partout et omniprésent, et l'OTEA a commencé ses travaux à cette époque. Et puis, malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale arrive assez vite, à la fin des années 30, et porte un coup d'arrêt brutal aux travaux de l'OTEA, au moins pour la période 39-44. Voilà. Donc l'OTEA n'est pas dissoute, elle continue à travailler, mais elle n'a plus de moyens. La guerre est partout en Europe, et il faut plutôt penser à se protéger, à essayer de reconquérir le pays avec les bonnes volontés. À la même époque, donc à la sortie de la guerre, vers les débuts milieu des années 40, donc c'est la victoire, il faut reconstruire le pays. Ouais, encore une fois, je vous ai mis une photo d'archive. Ça, c'est une base aérienne française qui a été fortement bombardée par nos amis alliés, qui ont provoqué beaucoup de dégâts, mais qui nous ont quand même sauvé la mise. Donc on les remercie encore une fois. Et à partir de 1945, eh bien, il y a de grands ingénieurs, en l'occurrence un certain monsieur Fraissinet, qui a mis au point une technique très particulière de précontrainte de cette pâte qu'on travaille déjà depuis de nombreuses années, que les scientifiques essayent de faire fonctionner depuis de nombreuses années, qui est le béton. Et à partir de 1945, la précontrainte fonctionne plutôt pas trop mal. Et du coup, on s'y intéresse, les pouvoirs publics s'y intéressent, les architectes s'y intéressent. Il y a donc une conjonction entre le besoin de reconstruire le pays et donc la mobilisation des masses de production d'acier, parce que les usines sidérurgiques elles aussi ont été bombardées, donc il faut reconstruire l'outil sidérurgique. Et le peu d'acier qu'on peut produire à ce moment-là est consacré surtout à rétablir les voies maritimes, les voies fluviales et les grands ponts, les grandes usines. Bon. Donc cette conjonction de phénomènes fait que l'OTEA s'endort un peu sur sa technique. À cette époque, quand je vous parle de l'OTEA, c'est des bureaux boulevard Haussmann, un quartier très prestigieux à Paris, une cinquantaine d'ingénieurs, un conseil d'administration composé d'honorables présidents de grandes sociétés françaises. Et l'acier fait de la technique, beaucoup de recherche. Ça va donner de nombreuses années de recherche. Et je dirais que, presque un peu malheureusement, l'OTEA va rater le train de la communication. Je vous ai mis un petit récapitulatif des logos. Vous voyez, le premier logo historique de l'OTEA, c'était vraiment les gens de la forge, c'était vraiment les sidérurgistes qui avaient lancé cette association.
Et puis en 93, l'Otua se modernise légèrement en changeant de logo. Et la vraie transformation dont je vous parlais en préambule de mon intervention, c'est 2008. Puisque en 2008, en fait, la filière acier française ne réagit absolument pas à une mini-catastrophe médiatique qui est la ruine d'un bâtiment métallique en construction sur l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle. Un bâtiment tout à fait iconique, un nouveau terminal pour accueillir de nouveaux avions. À cette époque, la charpente métallique qui est en construction s'effondre. Heureusement, il n'y a que des blessés légers, aucun mort. Et à cette époque, les médias titrent « La faute à l'acier, l'acier s'est effondré, l'acier s'est écroulé, l'acier est dangereux ». Il y a eu un rapport d'expertise très long qui a été fait pour finalement se rendre compte que c'était les piliers de béton qui avaient